Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Ludovores, et je sais, vous vous attendiez certainement, puisqu'on est dimanche, à un petit menu crowdfunding, mais vous le savez, décembre c'est Waterloo, morne pleine, il n'y a rien à becter sur GameFund, sur Kickstarter ou autre plateforme de financement participatif, et donc pour ne pas vous laisser un petit peu orphelin, quelque part, de ce menu crowdfunding que vous aimez tant, que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder, semaine après semaine, et ça me fait plaisir à mon petit cœur de gamer, eh bien je me suis dit que, pour ne pas vous laisser orphelin, j'allais vous faire une petite émission malgré tout, et ça tombe bien, puisque récemment, il y avait le Tokyo Game Market. Et si vous suivez la chaîne depuis quelques temps, vous savez aussi que j'ai pas pu y aller. Normalement j'y vais chaque année pour le boulot, donc 2 fois par an, mais j'ai pas pu y aller parce que mon fils était malade ce jour-là. Voilà, les enfants, c'est merveille, c'est extraordinaire. Mais bon, c'est pas grave parce que j'avais fait pour le boulot une petite liste quelques semaines avant le Tokyo Game Market pour signaler à mon patron, à l'équipe d'agents avec laquelle je bosse, les jeux qui pourraient potentiellement être intéressants, avoir du potentiel et sur lesquels on aimerait peut-être pouvoir travailler, avec lesquels on pourrait être amené peut-être un jour à collaborer si jamais ils étaient intéressés également. Du coup, même si j'ai pas pu y aller, j'avais un collègue italien qui lui était bien présent, même si du coup il n'avait pas d'aide pour ce qui est de la traduction, etc. Mais donc il a envoyé quand même la moitié des jeux qu'il a acheté pour l'agence pour que je puisse les tester ou à minima parcourir au moins les règles pour que je puisse évaluer un petit peu le potentiel, puis ensuite éventuellement y jouer avec Xavier ou d'autres amis encore pour voir si vraiment ça vaut le coup. Du coup, il y a quasiment tous les jeux que moi j'avais répertoriés avant le Tokyo Game Market. Il y en a aussi, je pense, quelques-uns qu'il a mis lui-même sans que j'en ai forcément connaissance. On va voir un petit peu ce qui se trouve là-dedans. J'en ai déjà testé un avec Xavier, mais j'ai pas encore regardé tout ce qu'il y avait vraiment dans le carton. Je pense qu'il y a la grande majorité des jeux que j'avais mis dans ma checklist, mais bon, on verra bien. Du coup, j'espère qu'on va faire un truc de moins de 30 minutes, si possible, pour pas que ce soit un peu trop indigeste, et j'espère qu'il a mis tous les jeux les plus intéressants que j'avais sélectionnés, et qu'il en a pas trop embarqué de son côté, même si bon, c'est bien de pouvoir se diviser un petit peu la charge de travail. Déjà pouvoir tester 10 jeux dans les 3-4 semaines à venir, ça va être un petit peu complexe, donc bon, on verra bien. Quoi qu'il en soit, donc ce Tokyo Game Market, bon comme chaque année, vous le savez, c'est l'antre du trick-taking, du jeu de pli. Il y a beaucoup de jeux de pli qui émanent du Japon. On pourra éventuellement faire une petite émission sur le pouce pour voir un petit peu pourquoi le Japon propose autant de jeux de pli, plus que de vrais gros jeux comme on les aime ici. C'est un autre sujet. Du coup, il y aura bien évidemment des jeux de pli, ça, il faut vous y attendre. Et donc je vais piocher simplement sur le dessus du tas en fait, je vais pas chercher les plus intéressants d'abord ou à la fin, etc. Non, on va juste déballer ça tel quel, pêle-mêle. Du coup je vais même dégager le carton parce que sinon ça va être un petit peu relou sur la table. Hop, comme ceci. Hop, une petite merde sur la table, hop. Et donc le premier de la boîte, d'ailleurs c'est un des plus intéressants, c'est un petit peu dommage de commencer par ça, mais il y en aura d'autres, ne vous inquiétez pas. Il s'agit de Memento Online. Et donc Memento Online, malgré cette toute petite boîte, il va vous proposer un simili MMORPG. Donc ces jeux massivement multijoueurs online, mais dans une ambiance un peu années 90, début 2000, en pixel art, en 8 bits on va dire quasiment. Un jeu un petit peu semi-coop, mais semi seulement, parce qu'on va être amené à collaborer, à coopérer bien évidemment, mais chacun pour soi au final, il n'y aura qu'un seul vainqueur à l'issue de la partie. C'est pour 1 à 5 joueurs, c'est pour des parties extrêmement courtes, de 30 à 60 minutes, ce qui en fait un jeu extrêmement facile à sortir, et c'est pour 10 ans et plus, ce qui semble présager que le jeu reste malgré tout très accessible. Je l'avais repéré parce qu'il était en financement participatif avant même le Tokyo Game Market, sur ce qui pourrait s'apparenter à Kickstarter mais version japonaise, un site qui s'appelle Makoake. Et du coup il avait fait un très bon score sur Makoake. Du coup je me suis dit pourquoi pas en prendre une copie. Bon, le problème auquel il faut s'attendre quand on va au Tokyo Game Market, c'est que les 3/4 des jeux sont exclusivement en japonais, donc je vais me taper le livret de règles, qui est pas si long que ça, c'est quoi, c'est quand même 18 pages, tout en japonais. Bon, du coup, heureusement, c'est bientôt les vacances, donc je vais pouvoir m'atteler un petit peu à cette tâche-là. Mais bon, en gros, vous allez avoir un petit plateau central, et puis ensuite, chacun des joueurs va avoir son propre petit plateau avec son personnage.
Voilà le petit plateau central avec des tuiles hexagonales, avec donc une zone à aller explorer. Il y aura des PNJ, donc des personnages non joueurs. On va interagir avec les autres joueurs, mais également avec ces PNJ. Il y aura bien sûr du combat contre des monstres, etc. Du commerce, du loot, bref, tout ce que peut nous apporter un petit peu comment dirais-je, ce type de jeu vidéo qu'est le MMORPG, mais dans un format hyper compact et hyper réduit aussi en termes de durée de jeu, vous l'avez vu. Et en plus de ça, on a même des petits standees en acrylique, comme ça se fait beaucoup. Bon là je vous les montre très brièvement, mais en vrai je vous ferai une petite incrustation directement dans la vidéo, ce sera quand même bien plus parlant, mais donc le matos est plutôt satisfaisant, c'est très compact, ça se joue très rapidement. Je me dis qu'il y a moyen d'avoir un jeu assez sympatoche, même si c'est quelque chose qui n'est pas forcément aussi porteur en Europe, en Occident de manière générale, que ça ne peut l'être au Japon. Il y a peut-être un truc à aller chercher là-dedans, donc d'autant plus que la DA est quand même assez jolie. Donc ouais, c'est un jeu qui a un vrai petit charme. Donc je serais très curieux de le tester dans les semaines à venir, même si bon, me taper les 20 pages de règles en japonais, ça va être un petit peu relou, mais ça fait partie du job. Deuxième jeu, alors pour le coup c'est celui que j'ai testé avec Xavier, il s'agit de Kimi Yori Chocoreto en japonais, ou le titre anglais qui n'a pas grand chose à voir avec le titre japonais, c'est Chocolate Favors. Donc en gros, bon, je t'aime bien, t'es un pote, mais je préfère le chocolat quand même. Un petit jeu de duel à 2 joueurs dans lequel on va se partager une tablette de chocolat. Et sur chaque carré de chocolat, pas tous, en fait, pas chaque carré, mais il y a des ingrédients divers et variés, du raisin, des cranberries, des choses comme ça, des noix de cajou. Et en fait, à chaque partie, on va tirer une carte d'objectif qui sera commune aux 2 joueurs, en fait, qui sont en fait les parfums, les goûts qu'ils aiment le plus, et on va chercher à s'attirer les carrés de chocolat en question. C'est un peu une sorte de set collection avec objectif commun pour le coup. Le truc c'est qu'on va faire une tablette de chocolat de 7 par 5 carrés et on peut seulement couper dans la longueur ou dans la hauteur, et on ne peut prendre que 3 tuiles, entre guillemets 3 carrés de chocolat d'un seul coup. Donc il va falloir couper à plusieurs reprises et prendre les carrés qui nous intéressent le plus en fonction donc de la carte de scoring final de la partie en cours, sachant que certains carrés sont vides d'ingrédients, c'est juste du chocolat, mais à la fin de la partie on retourne tous ces carrés vides parce que derrière se trouvent peut-être des ingrédients justement, mais peut-être pas. Les carrés vides, eux, ils comptent juste pour 0 point ou 1 point, j'ai oublié. Ça fait déjà 2-3 semaines qu'on a testé avec Xavier, donc j'ai un peu zappé entre temps. Mais donc voilà, Kimi Yori Chocoreto, je l'ai pris parce que c'est excessivement simple comme jeu. C'est pour 10 minutes la partie environ, je crois qu'on avait fait 7-8 minutes notre première partie avec Xavier, alors que c'est la première partie. C'est pour 8 ans et plus, parce qu'on fait un jeu extrêmement accessible, extrêmement familial, et c'est pour 8 ans et plus, donc vraiment un truc très 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 simple, et c'est pour 2 joueurs, uniquement en jeu de duel. C'est le seul truc que je trouve un petit peu dommage, parce que bon, c'est pas un type de jeu qui moi m'attire outre mesure, mais extrêmement facile, extrêmement accessible en tout cas, avec, comment dirais-je, une thématique qui parle un peu à tout le monde, que vous soyez au Japon, aux États-Unis, au Canada, en France, où que ce soit d'ailleurs, j'arrive pas à parler, eh bien, vous pourrez être attiré par au moins la thématique de Chocolate Favors, parce que tout le monde aime le chocolat plus ou moins quand même. Donc je me suis dit pourquoi pas. Notre première partie était plutôt concluante dans le sens où c'est sympa. Voilà. Je sais pas si je vais les contacter pour voir s'ils pourraient être intéressés par le fait de rejoindre l'agence pour laquelle je bosse, parce que bon, j'y entrevoyais peut-être un petit potentiel de mass marketing. Donc quand on dit mass market, pas mass marketing, mass market. Quand on dit ça, ça veut dire qu'en fait simplement c'est un jeu qui pourrait potentiellement se vendre, je sais pas, dans les supermarchés, choses comme ça, donc les grandes enseignes, plutôt que uniquement les magasins de jeux à proprement parler. Mais en fait, bon, est-ce que vraiment la qualité est tant que ça au rendez-vous? Ça me semble un peu simpliste. Il faut que je laisse un petit peu plus avec Xavier, 2-3 peut-être parties en plus pour voir, demander l'opinion de mon boss, voir ce qu'il en pense éventuellement. On verra bien. C'est sympa, mais c'est relativement oubliable quand même. Voilà donc pour Kimi Yori Chocoreto. Ensuite, continuons. Ok, Nani Dungeon. Nani Dungeon, c'est un petit jeu solo. Et oui, le jeu est vendu dans une trousse. C'est marrant. Du coup, c'est relativement rare, et du coup, c'est à saluer, et c'est très facilement transportable, ça fait plaisir, ma foi. Pas de carton, pas de plastique, donc, ma foi, enfin, pas de plastique, un petit peu quand même pour contenir les cartes. Alors, Nani Dungeon, c'est un jeu de
Dungeon Crawler, vous l'aurez imaginé de par le titre, Nani Dungeon. Et en fait, bah, c'est tout con, hein, vous voyez, il y a juste un petit livret de règles, bon, en japonais aussi, et bon, celui-ci fait 2 pages, ça devrait pouvoir être faisable. Ensuite, quelques petits cubes de couleurs et 2 petites miniatures. Le mec s'est pas foulé, en fait, il a pris des miniatures de trucs préexistants, ça n'a rien à voir avec Nani Dungeon à proprement parler. Il y a même une miniature de Alien, va savoir pourquoi. Et puis ensuite, plusieurs petits decks de cartes. Et en fait, encore une fois, c'est du 8 bits, hein, d'ailleurs, comme dans Memento Online, on est sur un truc encore un peu old school. On va faire un petit donjon, et on va faire une petite séance de Dungeon Crawler de 15 minutes en solo, avec un personnage qui va looter un petit peu pour devenir un peu plus puissant, et puis affronter différents monstres. C'est un tout petit jeu solo extrêmement accessible, encore une fois pour 15 minutes exclusivement, donc c'est vraiment très facile à sortir, avec un matos qui coûte que dalle, donc très facile à produire. À voir si dans les faits, dans le gameplay, c'est satisfaisant. J'en attends pas grand chose, d'autant plus que vous le savez, je suis pas un énorme aficionado du solo, même si j'aime bien les jeux solo. Mais à tester ou à faire tester à notre cher Xavier, qui est plus fan de solo que moi-même, sur un coin de table en 15 minutes, pourquoi pas, à voir si le gameplay suit. Ensuite, continuons avec celui-là pour le coup. Je l'avais pas demandé, donc celui-là je le connais mal. Bon, je l'ai quand même vu quand j'avais préparé le Tokyo Game Market, mais là, de là à m'en souvenir. Il s'appelle Gear, donc comment, rouage, ouais, ouais, rouage, j'arrive pas à trouver. Enfin, les roues crantées qui servent dans les rouages à minima. C'est pour 2 à 5 joueurs, c'est pour des parties de 10 minutes, donc extrêmement court, et il me semble me souvenir que c'est un jeu de pli, pour le coup, le premier de la série, parce qu'il y en aura certainement d'autres derrière, avec une jolie petite DA, ma foi. J'aime bien, c'est assez perché, mais si mes souvenirs sont bons, quand je l'avais checké sur le site du Tokyo Game Market, la DA du jeu lui-même avait absolument rien à voir avec l'illustration de la boîte qui, elle, est plutôt jolie. Alors ouais, si, il y a des rouages, ouais, voilà, c'est le point commun, effectivement, mais après, derrière, ça a l'air d'être un jeu de cartes avec juste des rouages et puis des chiffres dessus, donc tout ce qu'il y a de plus classique, c'est pas particulièrement joli. Là encore, je vous mettrai des incrustations pour que ce soit un petit peu plus parlant, mais bon, moi j'en attendais rien de spécial, donc je l'avais pas mis dans ma sélection à moi. Il l'a pris quand même, on verra bien ce que ça donne. Bon, pour l'instant, ma foi, désolé, mais je peux pas vous en dire grand chose de plus, parce que c'est pas un jeu que j'avais tellement suivi moi-même. Donc voilà pour Gear. Un de ces 453 272 jeux de pli que le Japon nous sort chaque année parce que c'est le Japon et qu'on aime les jeux de pli ici. Et le petit bandeau de plastique va me casser les bijoux de famille. Je vais le faire en vidéo parce que ça va faire marrer des gens que je galère. Mais en même temps, il suffit que je le dise pour réussir. Voilà, c'est comme ça. Donc Gear, j'aurais pas galéré autant que certains auraient voulu le voir, je pense. Hein. Me voir galérer pendant 2 minutes à remettre un truc plastique, ça aurait pu être très drôle, un petit moment de cringe internet, mais non, il n'en sera rien. Donc voilà pour Gear. Ensuite, continuons. Hop, le premier qui vient. Ah, celui-là, pour le coup, je l'avais sélectionné. Et c'est encore un jeu de pli, mais celui-ci, pour le coup, m'intéressait un peu plus, parce qu'il s'agit d'un jeu de pli sur la thématique du billard. Et ça, c'est assez inattendu. Trickshot, ça s'appelle. Et ma foi, je l'ai pris purement parce que, thématiquement, le billard avec le jeu de pli, comment tu mets ça l'un avec l'autre? Et apparemment, il y a un mécanisme de choc, on va dire. Si mes souvenirs sont bons, ça fait quand même 1 mois que j'avais préparé le Tokyo Game Market. Je crois que quand tu joues 2 fois, que quand 2 joueurs autour de la table jouent la même carte, du même nombre, de la même couleur, elles se percutent comme des boules de bowling, enfin pas de bowling, de billard, et du coup elles sont exclues de la partie et aucun des deux ne remporte le pli. Je me demande si c'est pas justement celui qui remporte le moins de plis qui l'emporte au final, je ne sais plus exactement. Mais bon, les jeux de pli au Japon, on sait que c'est un peu leur centre d'expertise pour ce qui est des jeux de société. Et il y en a beaucoup qui sont assez originaux. On en a vu plusieurs exemples récemment, les dernières années, notamment avec Cat in the Box par exemple. Là, pour le coup, thématiquement, c'est assez original avec des cartes qui, elles aussi, montrent des boules de billard. À aller explorer assez rapidement. Il y a même des petites boules de billard sur les planches de punch également. Donc ouais, ça c'est par contre assez curieux de tester ça assez rapidement.
pour voir ce que ça donne, parce que c'est vrai que au moins thématiquement c'est intéressant, c'est à minima intriguant. Même si, encore une fois, vous le savez si vous suivez la chaîne, Xavier et moi ne sommes pas spécialement experts en la matière quand il s'agit de jeux de pli, même si on commence depuis quelques mois un peu à se faire une petite éducation en la matière. En même temps, on est un peu obligé, on est au Japon quand même, le pays du jeu de pli par excellence, en tout cas ces dernières années. Voilà, pour Trickshot, on vous en reparlera, je pense, parce que on va essayer d'y jouer assez rapidement. D'ailleurs, j'ai pas mentionné les stats habituelles, c'est pour 3 à 5 joueurs, un peu chiant, il va falloir qu'on trouve un troisième joueur. 20 minutes la partie, et c'est pour 10 ans et plus, donc encore un truc relativement facile. Il me semble qu'il n'y a pas de règles en anglais là-dedans non plus, un petit peu galère, on verra bien. Mais bon, c'est pas très compliqué au demeurant. Ensuite, on continue. Du coup, ce sera encore un jeu de pli que j'avais commandé pour le coup, celui-ci. Donc, pas de souci, mon collègue Francesco ne s'est pas gouré. Cosmos. Cosmos, autre jeu de pli. Pourquoi c'est dans un sachet de plastique? Je ne sais pas. Avec le petit titre en surbrillance, c'est joli, ça ne donnera rien à la caméra, mais c'est joli. Et justement, je l'ai pris aussi parce que c'est très joli. Voilà, parce que les jeux de pli, on sait qu'au Japon, au Tokyo Game Market, on nous en pond 300 par an. J'exagère un tout petit peu. Donc, difficile de vraiment entrevoir l'originalité, l'unicité, on va dire, d'un jeu parmi la multitude de jeux de pli chaque année. Du coup, parfois, il faut se baser sur des trucs un petit peu plus superficiel ou futile. Futile, non, superficiel, oui, certainement. Et donc l'apparence d'un jeu, quoi qu'on en dise, quoi qu'il en soit, ça reste quand même quelque chose d'important pour beaucoup de monde, à commencer par moi-même. J'avoue que j'ai un faible pour les jeux quand ils sont très très beaux. Il y a déjà un pas de franchi pour m'intéresser, m'intriguer, ou potentiellement encourager un acte d'achat. Pas forcément sur de bonnes raisons, mais ouais, quand même. Et Cosmos, pour le coup, c'est un jeu de pli, sur le thème du cosmos, bien évidemment, avec encore une fois un mécanisme de collision, je crois, entre les différentes, je ne sais plus si c'est des planètes ou des astres, en tout cas. Ouais, joli jeu, de toute façon, encore une fois, je mettrai des incrustations pour que ce soit un peu plus parlant, mais je trouve que visuellement, le jeu présente plutôt pas mal, les cartes sont plutôt jolies. Reste à voir si derrière, en termes de mécanisme, en termes de gameplay, le jeu en vaudra la chandelle. Est-ce que ça tiendra ses promesses potentielles? Difficile à savoir pour l'instant, mais on en saura plus très prochainement. Là encore, c'est pour 3, pas à 5, mais à 6 cette fois-ci, 3 à 6 joueurs, 8 ans et plus, donc les règles ne doivent pas être trop compliquées, même s'il n'y a pas de règles en anglais pour le moment. Et c'est pour des parties de 30 minutes, comme souvent, on est souvent entre 20 et 40 minutes pour les jeux de pli au Japon. C'est un peu la norme. Voilà pour Cosmos, c'était le troisième après Gear, troisième jeu de pli de cette petite sélection qui n'est pas que de moi du coup. On enchaîne. Pour le coup, celui-ci, ce n'est pas un jeu de pli, mais c'est également moi qui l'avais noté dans la liste. Je l'avais pris honnêtement parce que le titre est barré, parce que la thématique est complètement barrée. Un peu comme seuls les Japonais peuvent nous le faire, pas seuls les Japonais, mais comme les Japonais savent nous le faire parfois. Cosmic Sheep, avec un petit mouton et des cornes de toutes les couleurs en fonction de la luminosité. Bref, en gros, c'est une sorte de divinité cosmique qui se présente sur Terre sous la forme d'un mouton. Il va convertir quelques simili-prophètes, on va dire, à sa cause. Il va y avoir des histoires de sacrifices, ce genre de choses là, mais bon, au final, ça reste un jeu de cartes relativement classique, avec aussi quelques petits dés, mais essentiellement un jeu de cartes de gestion de main, un petit peu de cette collection si mes souvenirs sont bons. Il y a du cube, il y a des petits grâles, on va dire, ça ressemble en tout cas à des grâles en bois, le tout est relativement joli. On a même des petits porte-cartes avec écrit dessus Cosmic Sheep, les mecs ont mis les moyens quand même. Donc on verra bien ce que ça donne, mais ne serait-ce que pour la thématique, j'avais envie de l'essayer. Donc là honnêtement, je me suis basé essentiellement sur la thématique, et parce que aussi la DA, comme vous le verrez dans les incrustations, est plutôt charmante, et plutôt unique. Donc à voir ce que ça peut donner. J'en attends pas grand chose, donc c'est la meilleure manière de ne pas être déçu au final. Mais quand même, j'espère une belle petite surprise, on verra bien ce que ça donne. Voilà pour Cosmic Sheep. Là pour le coup, dans la boîte, il n'y a pas de règle en anglais, mais il me semble qu'il y en avait sur internet. Donc bon, peut-être un peu d'espoir de ne pas avoir à se taper au total 60 pages en japonais. J'espère, je croise les doigts et les orteils aussi. Ensuite, continuons. Ah oui, comment ça s'appelait déjà? Oui.
Annette Tiny Pong, je crois. Ah bah il y a le truc en anglais en dessous. Subtropical Japan, donc le Japon sous les tropiques, voilà, région sous-tropicale du Japon, à Okinawa j'imagine. Et en fait celui-là, je l'ai pris essentiellement parce que c'est le nouveau jeu de Goro Sasaki. Ça dira peut-être pas grand chose à beaucoup de monde, mais c'est un des deux frères Sasaki qui sont derrière Oink Games, vous savez, les petits jeux à toute petite boîte façon Deep Sea Adventures, façon Insider. C'est les deux frères qui sont derrière Oink Games, et donc un des deux frères a pondu ça, mais pas chez Oink pour le coup, chez Pampas, un petit éditeur japonais. C'est pour 2 à 5 joueurs, c'est pour des parties de 20 minutes environ, et c'est pour 7 ans et plus, donc un truc excessivement accessible en termes de règles. Et en fait, c'est une histoire de fruits et de marché et de valeurs. En fait, on a des cartes de fruits, des kiwis, des mangues, des choses comme ça, et on va essayer de les vendre. Simplement, les saisons sont un petit peu folles, hein, le climat, tout ça. Et du coup, on va essayer de vendre les fruits au moment le plus opportun en termes de valeur. En fonction des saisons, leur prix va varier, et on va essayer donc de les vendre le mieux possible, sachant que les saisons vont pas forcément se développer, se dérouler exactement comme on pourrait l'attendre. Il y aura quelques petits twists en termes de timing, et un petit peu de prise de risque également. Je sais pas exactement à quoi m'attendre, mais bon, c'est Goro Sasaki, je me suis dit que sur le nom il y avait quand même un petit peu de potentiel derrière. Pampas, c'est un éditeur que je connais pas particulièrement, la thématique me parle pas outre mesure, mais c'est plutôt mignon en termes de DA, même si ça casse pas trois pattes à un ornithorynque du Grand Nord. On verra bien ce que ça donne. J'en entends pas gros chose encore une fois, mais quand même, ça peut être un petit jeu relativement sympa, 20 minutes. D'ailleurs, vous avez vu que pour l'instant, l'ensemble de la sélection, c'est quand même généralement aux alentours de 20, 30, maximum 40 minutes. Donc on reste sur un truc relativement contenu, comme on le voit très souvent au Japon. Ensuite, ah oui, les deux copies. Deux copies de Six Forces. Pourquoi deux? Parce que, en fait, Sylvain, un des commentateurs réguliers de la chaîne des Ludovores, est très très fan de Taiki Shinzawa, un auteur japonais qui pond beaucoup de jeux de pli, encore un jeu de pli, et donc il m'avait demandé si je pouvais éventuellement lui prendre une copie en rab que je lui refilerais lors du festival de Cannes de février prochain. Donc je me suis, comment dirais-je, je me suis fendu d'un achat supplémentaire pour lui. Donc voilà, Six Forces, le nouveau jeu de Taiki Shinzawa, qui est un auteur de renom pour ceux qui aiment les jeux de pli. Il a été édité, enfin réédité on pourrait dire plutôt, par Allplay, donc l'éditeur américain maintenant assez célèbre, anciennement connu sous le nom de Board Game Tables, qui s'est fait un petit peu une spécialité maintenant dans le fait de faire venir sur le marché américain des petits jeux assez méconnus, principalement d'ailleurs du Japon. Et ils en ont fait 2-3 de Taiki Shinzawa, si mes souvenirs sont bons, avec une refonte totale visuelle. Il me semble qu'ils avaient fait Big Top par exemple. Il y en avait d'autres, Ghost of Christmas, je crois, c'était aussi Taiki Shinzawa. Bref, un petit peu un maître en la matière du jeu de pli. Et donc Six Forces en est un nouveau. Bon, pour ce qui est de l'aspect visuel, on n'est pas sur du Allplay. Hein. Allplay n'a pas encore fait sa refonte visuelle de celui-ci, donc c'est pas très très joli. Mais bon, Taiki Shinzawa nous a habitués à faire des jeux de pli assez solides avec des petits twists intéressants. En tout cas, c'est la réputation qu'il a ici comme aux États-Unis grâce à Allplay. Donc avec Six Forces, on est peut-être devant une belle petite surprise à venir. Encore une fois, donc, jeu de pli. Ça fait quoi? 1, 2, 3, 4, peut-être le cinquième avec Cosmos, 5, ouais, cinquième jeu de pli depuis le début de la vidéo. Ça fait déjà beaucoup de jeux de pli. On enchaîne. Alors celui-là, pour le coup, je ne l'ai pas du tout demandé. Shigitori Umai. Ah d'accord, ok, je vois pourquoi Francesco l'a pris. Alors c'est Pampas, encore une fois, comme pour Subtropical Japan. Et cette fois-ci, c'est Jun Sasaki. Donc c'est le boss de Oin Games qui pond ça chez Pampas. C'est pour 2 à 6 joueurs, c'est pour 15 minutes, et c'est pour 8 ans et plus. En fait, le truc, c'est que le titre me fait peur, parce que Shiritori, c'est un jeu traditionnel pour les enfants au Japon, mais qui est... c'est pas du tout quelque chose qui est transcriptible en français, en anglais, c'est... comment on pourrait dire... En fait, c'est que les alphabets japonais sont syllabiques, donc en fait, un caractère, c'est une syllabe. Et le Shiritori, en fait,
quelqu'un va prononcer un mot, donc je sais pas, dire... Qu'est-ce que je pourrais vous dire comme mot en japonais? Taiyo, voilà, le soleil. Taiyo, ça se finit par le son U, Taiyo, même si on n'entend pas le U, donc c'est un mauvais exemple en réalité. Tiens, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Un truc qui se finit par on parce que c'est interdit dans le Shiritori. Je sais pas, un exemple qui bah, Nippon. Non, c'est signé par on pour le coup. Je suis nul en Shiritori. Netsu, voilà, Netsu. Netsu, ça se finit par tsu, la syllabe tsu. Et donc le prochain joueur, il doit commencer un mot par tsu. Donc il va dire, je sais pas, tsubame. Et ça se finit par mais, le prochain doit commencer un mot par mais. Mentaiko, voilà, par exemple. Et donc on enchaîne, on enchaîne. Sauf que du coup, c'est un truc qui marche bien pour les alphabets syllabiques, mais sauf qu'en français ou en espagnol ou en anglais, bah, ça ne marcherait pas. Donc à mon avis, ça doit être basé sur le Shiritori, mais certainement avec un petit twist, j'imagine, pour en faire un jeu de société avec des cartes, visiblement. Mais a priori, c'est pas un truc qui va m'intéresser. Donc ça va être tout en bas de la pile des trucs à tester, voire même peut-être à pas tester. Je sais pas, on verra bien. Bon, je sais pas, c'est pas un truc qui m'intrigue particulièrement. On continue. Alors ça pour le coup, ah, dommage. Dommage parce que celui-là m'intéressait beaucoup. Mais ouais, je vois pas la suite. Ok. Faudrait que j'en parle à mon collègue Francesco, peut-être qu'il a emmené l'autre partie. Long Live Backyardia. Alors vous doutez bien qu'avec ce que je tiens dans la main, il n'y a pas de jeu. C'est pas un jeu là. En fait, c'est une extension de Long Live Backyardia qui était sur Kickstarter il y a quelques temps. C'est un jeu avec une rondelle. C'est un jeu de pli avec un mécanisme de rondelle, façon un peu Mancala. Et du coup, c'est ça qui m'intriguait quand il était sur Kickstarter il y a quelques temps. Mais je l'avais pas backé pour autant. Mais quand j'avais vu qu'il était au Tokyo Game Market, je me suis dit pourquoi pas. C'est les sous de l'agence, c'est pas les miens. Donc du coup, allons-y. Il avait quand même leur prometteur, donc je me suis dit pourquoi pas. Ils ont sorti récemment une extension à ce jeu, avec des petits modules supplémentaires, et du coup je pense qu'il a pris que l'extension, et pas le jeu de base. Du coup, je peux pas jouer. Donc voilà. Il va falloir que je demande à mon collègue Francesco, pour voir si éventuellement c'est lui qui a embarqué le jeu de base. Ou si c'est pas le cas, peut-être que du coup j'achèterai le jeu de base pour pouvoir quand même le tester avant de mettre l'extension avec, mais un jeu qui est assez sympa. Donc éventuellement si vous l'avez backé sur Kickstarter, si vous y avez déjà joué, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Ah, on arrive sur des trucs un peu plus gros apparemment. Ouf. Alors oui, celui-ci c'est moi qui l'avais demandé. Rise of the Metro Tokyo. Pour être un petit peu plus grosse, bon, pas non plus trop encombrante, mais un petit peu plus grosse quand même. Et celle-là, je l'ai pris parce que, ma foi, la présence sur table est plutôt charmante, et la DA, de manière générale, je trouve, est plutôt jolie. Et puis bon, ça parle de métro, on a pas mal de jeux qui parlent de train, de métro, qui sont assez populaires un peu partout. Donc ça peut être un thème finalement plus porteur qu'il ne l'est au sein de mon propre foyer. Mais les métros, les trains, je m'en fous, totalement. Comme tous les petits garçons de son âge au Japon, mon fils adore les trains. Je suis pas trop, je comprends pas trop cette passion, mais que voulez-vous, c'est comme ça. Par contre, j'ai rien contre non plus, bien évidemment. Hein, c'est très très utile, je prends le train tous les jours comme tout le monde au Japon, comme beaucoup de gens au Japon. Donc voilà, hein, j'en suis reconnaissant, mais de là à être passionné de train, c'est un truc que je comprends pas trop. Mais donc, Rise of the Metro, Tokyo, eh bien ça vous propose simplement de constituer des lignes de métro dans la capitale nippone. Et du coup, ça ressemble un petit peu thématiquement à ce dont je vous ai parlé assez rapidement récemment avec du coup Tokyo Highway, qui reprend encore Tokyo pour le coup, sauf que Tokyo Highway c'était les autoroutes urbaines aériennes. Là, on est plutôt sous terre avec le métro, bien sûr, et on va donc faire des lignes de métro un petit peu comme dans comment s'appelait ce jeu de Flip and Write avec le métro justement aussi, un épisode à New York, un épisode à Paris, un épisode à Tokyo. Xavier en a un d'ailleurs. J'ai perdu le titre, mais bon, c'est pas très grave. Bref, on va faire des lignes de métro. Et celui qui réussit à faire la plus belle ligne, la ligne plus efficace, la plus longue, etc., va l'emporter. C'est pour 2 à 4 joueurs, c'est pour 30 minutes la partie, et c'est pour 8 ans et plus, un truc excessivement simple, avec une assez belle présence sur table, même si c'est pas non plus complètement fou, mais c'est plutôt sympa. Donc, Rise of the Metro Tokyo, et là en plus il y a une règle en anglais, ça fait plaisir. Ça de moins de boulot. Ensuite, le jeu que j'attendais le plus peut-être de ce Tokyo Game Market, en tout cas c'était le jeu le plus attendu sur le salon, parce que déjà, aux illustrations, c'est Saibepu. Et ça vous dira peut-être pas grand chose, mais Saibepu c'est une illustratrice
qui habite à Kyoto, donc pas très loin de chez nous d'ailleurs, qui illustre beaucoup des jeux de Uchiba Koya, donc Aqua Garden, etc. Et du coup, c'est une illustratrice qui est assez populaire au Japon dans la sphère du jeu de société, et du coup, elle a participé, je crois, à ce qui est le premier jeu de Warp, un petit studio japonais qui vient de se créer. Et donc ça s'appelle Deep Sea Mines, et c'est encore un jeu de pli. Encore un jeu de pli avec des petits twists qui ont l'air d'être super intéressants. Alors du coup, quand je m'étais penché sur le sujet, ça fait déjà un mois, donc entre temps j'ai un peu oublié. Mais le truc c'est qu'on est sur un jeu de pli qui avait différents mécanismes qui vont s'enclencher puis disparaître en cours de jeu si mes souvenirs sont bons. L'avantage c'est qu'on a une petite introduction ici en anglais au dos du jeu avec le japonais, donc éventuellement pour s'en rappeler. Alors on a deux règles dynamiques dans ce petit jeu de pli unique, à savoir quand est-ce qu'on va suivre la suite qui vient de se lancer, ou quand est-ce qu'on n'a pas besoin de le faire. Donc on va parfois être forcé de suivre, donc un must follow, et parfois on va pas être obligé, mais on pourra le faire, donc un may follow, pour ce qui est du vocabulaire, du vocable du jeu de pli, et on va essayer de collecter des minerais sous l'océan, bien sûr la petite référence qui va bien, mais en revanche le nombre de minerais qui nous sont en notre possession est limité. On a des ressources qui vont bien sûr nous pomper de l'oxygène, on ne pourra pas, un petit peu comme dans Deep Sea Adventure, on ne pourra pas toutes les stocker. Donc il faudra s'en départir parfois pour pouvoir accueillir des minerais plus précieux, etc. Et donc lesquels vous allez garder, lesquels vous allez rejeter, est-ce que vous allez favoriser le nombre ou la qualité, etc. Donc à voir. En tout cas ça va être très prometteur, on en a beaucoup parlé sur le salon, donc ça va être un truc qui, ma foi, pourrait faire parler de lui dans les mois à venir. C'est pour 3 à 5 joueurs, c'est pour 30 minutes la partie, et c'est pour 10 ans et plus. On reste encore une fois dans la moyenne de tout à l'heure, hein. 30 minutes. 3 à 5 joueurs, c'est souvent comme ça aussi. Donc voilà, c'est un peu le maître mot cette année, j'ai l'impression. 3 à 5 joueurs, 3 à 6 joueurs, une demi-heure la partie. Et on termine, parce que c'est la dernière boîte. Oui, c'est la dernière boîte. Avec un truc un petit peu plus gros encore une fois. Il s'agit de Craft Beer Fest. Voilà, on va parler de bière, de craft beer même. Et en fait, pourquoi j'ai pris Craft Beer Race alors que la thématique me parle pas outre mesure et que la DA est pas folle non plus, hein. Je vous montrerai les images dans la vidéo directement. Bon, la DA est pas folle, certes il y a les petites bouteilles quand même, il y a les petites bouteilles qui présentent plutôt bien, hein, une sorte de petit meeple de bouteilles à l'effigie de chacun des joueurs. Et en fait, c'est un petit jeu de majorité, on va dire, on a différents marchés sur lesquels on va chercher à s'imposer avec notre bière artisanale. C'est pour combien de joueurs ce truc là? Combien c'était Boulpouzin? 2 à 4 joueurs pour le coup, 2 à 4 joueurs, 30 minutes encore une fois, bien sûr, et pour 8 ans et plus, donc un truc très accessible. Et raison supplémentaire, et peut-être raison même principale pour laquelle j'ai demandé à Francesco de prendre Craft Beer Fest, c'est que derrière ce nouveau jeu se trouve l'auteur de Time Bomb. Voilà, ça n'a strictement rien à voir avec Time Bomb en termes de jeu, de gameplay, mais c'est un nom qui a vendu beaucoup. Time Bomb, ça a vendu beaucoup de copies. Et donc, de par mon boulot, il faut aussi que je recherche des trucs qui potentiellement peuvent vendre assez facilement. Donc même si je n'ai aucune certitude contenu à propos de la qualité intrinsèque du jeu, et que je ne suis pas convaincu par la DA ou par la thématique non plus, je peux pas nier que le nom de l'auteur et de Time Bomb, ça pourrait potentiellement faire parler, ça pourrait faire bien sur un bandeau, dans un magasin, par l'auteur de Time Bomb, etc. Donc bien sûr on va tester, on va voir si le jeu est sympa, s'il y a un truc derrière au-delà du simple nom de l'auteur, mais c'est vrai que c'est un argument parmi d'autres qui peuvent influencer un petit peu mon jugement quand je fais un petit peu de recherche de scouting avant le festival du Tokyo Game Market. Voilà, du coup ça me fait combien de ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bon, le truc de Shilitori là, le jeu de mots. Non, 12. 12 sur 13, on va dire, que je vais devoir tester dans les semaines, mois à venir. Bon, il y aura un petit peu de priorité et d'autres qui vont être un petit peu, certainement, pas zappés, mais qui vont attendre, qui vont prendre un petit peu la poussière, je pense. Il y en a déjà un que j'ai testé.
c'est fait. Celui-là, je vais le tester très rapidement. On va essayer de trouver un troisième ou une troisième joueuse rapidement pour le faire parce qu'il est assez prometteur. On a beaucoup parlé de lui sur le salon, donc il y aura peut-être déjà des gens sur le coup si il est aussi prometteur que ce qu'on en dit. Faut que je teste Rise of the Metro aussi rapidement, d'autant que c'est à partir de 2 joueurs, donc avec Xavier ça sera assez rapide. Celui-là peut-être bien aussi. Memento Online, j'ai très envie de le tester. En plus il y a un solo. Et puis bon, ça me parle pas mal comme univers. Le reste est un peu moins urgent. Peut-être Trickshot, jeu de pli avec du billard. Ça, il faut que je le fasse tester à Xavier, je pense, plutôt qu'à moi-même. Et puis bon, peut-être s'il peut participer sur un jeu à mes recherches, pourquoi pas. On verra bien. Et puis s'il l'aime, je le laisserai de toute façon. Je suis pas trop joueur de solo actuellement en tout cas. Voilà, vous me direz éventuellement parmi cette petite liste lesquels vous ont intéressé. Je pense que dans ma liste, il y avait 15 jeux, donc là, il n'y en a que 12 et demi. Il y en a 2 ou 3 que je n'avais pas demandé, donc il y en a certains de ma liste que mon collègue a dû soit emmener chez lui, soit qu'il n'a pas pu les acheter parce qu'ils étaient déjà sold out et qu'on ne pouvait pas les réserver à l'avance, je sais pas. On verra bien, je vais checker ceux qui me manquent. Mais bon, vous me direz en commentaire lesquels vous tentent, lesquels vous n'avez pas vu ici, mais vous aviez recherché vous aussi avant le TGM parce que vous êtes grand fan de jeux venant du Japon, lesquels sont pas ici, manquent à l'appel, mais vous intéressent malgré tout, lesquels vous voudriez éventuellement tester. Vous me direz tout ça en commentaire. Voilà, du coup, ça fait une vidéo un peu plus courte, ce n'est pas un menu crowdfunding, mais j'espère que ça occupera un petit peu de votre dimanche soir malgré tout. Merci de m'avoir suivi pour ce petit numéro spécial de pourboire et déboire spécial Tokyo Game Market. J'en referai certainement un en mars prochain, parce qu'on a 2 éditions de Tokyo Game Market par an, la prochaine étant en mars ou en avril, je ne sais plus exactement. Vous y aurez droit 2 fois par an du coup à l'avenir, j'imagine. Et puis bah du coup, il me reste tout simplement à vous dire merci de m'avoir suivi, jouez bien et portez-vous bien évidemment dans cette saison, dans ces quelques semaines qui précèdent Noël. Et puis on se retrouve très prochainement sur la chaîne des Ludovores quoi qu'il arrive. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.